Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Nouveau rebondissement dans l'affaire Benalla. Après l'Élysée, Matignon est à son tour éclaboussé par ce dossier tentaculaire. Les services du Premier ministre seraient le point de départ des perquisitions menées chez Mediapart. Les réactions au Sénat dans un instant. La mission d'information sénatoriale sur la pédophilie poursuit ses auditions. Ce matin, elle entendait Jean-Marc Sauvé, le vice-président honoraire du Conseil d'État, choisi par l'épiscopat pour enquêter sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Église. Compte rendu dans cette édition. Quel avenir pour la filière sidérurgique en France? Le groupe centriste du Sénat veut dresser un état des lieux de ce secteur jugé stratégique pour l'indépendance nationale, mais qui subit aussi de plein fouet la désindustrialisation et la concurrence de l'acier chinois. Le débat est à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui et Alexandre Poussard en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. L'affaire Benalla n'en finit pas. Après la révélation d'enregistrements compromettants par Mediapart la semaine dernière, on a appris hier que la chef de la sécurité de Matignon avait été entendue par le parquet. Alors voyez comment les sénateurs de la commission d'enquête ont accueilli ces derniers rebondissements avec Quentin Calmy. Après l'Élysée, c'est désormais Matignon qui est secoué par l'affaire Benalla. La semaine dernière, Mediapart révélait des écoutes entre Vincent Crase et l'ancien chargé de mission. Des écoutes qui ont attisé la curiosité, car une hypothèse circule, ces enregistrements auraient eu lieu au domicile de la chef du groupe de sécurité du Premier ministre. La chef de la sécurité de Matignon est apparemment impliquée, a été entendue, et on s'aperçoit qu'à la suite de ces révélations que M. Benalla et M. Crase ont violé l'interdiction de se rencontrer et sont entrés en relation. Une rencontre chez Marie-Élodie Poitou, chef du GSPM donc, et qui a reconnu devant les juges mardi avoir reçu Alexandre Benalla chez elle. Mais c'est le profil de son compagnon qui interroge. Chokri Vakrim est un proche de l'ancien chargé de mission à l'Élysée qui a travaillé sur le sulfureux contrat avec un oligarque russe au centre de l'affaire depuis cet hiver. Et là, il faut quand même que nos concitoyennes et concitoyens comprennent, parce que l'affaire Benalla maintenant, c'est une affaire d'État et c'est une affaire qui concerne cette opacité du gouvernement, ces copinages, ces dérives. Mais quel rôle le Sénat peut-il jouer après ces nouvelles révélations? La commission d'enquête doit rendre son rapport dans les prochaines semaines. Il faut se rappeler tout de même que nous n'avons plus de pouvoir. Nos pouvoirs de mission d'information avec les pouvoirs d'une commission d'enquête n'existent plus depuis le 23 janvier, date à laquelle nous avions fini notre mission qui ne pouvait durer que 6 mois. Donc ça ne changera pas grand-chose dans le sens où nous n'allons pas faire de nouvelles auditions, nous ne pouvons pas sous ce régime-là en tout cas. Ça maintient une certaine inquiétude qui existait déjà sur les possibilités de collaboration que pouvait avoir quelqu'un qui est au plus près de l'Élysée avec des pays étrangers. Une affaire qui n'en finit plus de secouer le quinquennat depuis le mois de juillet. Avec ces enregistrements révélés par Mediapart, le feuilleton prend désormais les allures d'un roman d'espionnage. Et on prend la direction de la salle des conférences où nous attend Tam Tranui avec le co-rapporteur de cette commission d'enquête parlementaire, le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur. C'est à vous, Tam. Jean-Pierre Sueur, comment réagissez-vous à ce nouveau rebondissement dans l'affaire Benalla qui met cette fois-ci en cause Matignon? Déjà, il y a quelques jours, vous parliez d'une affaire qui était grave, très grave. Est-ce que désormais, on peut parler d'une affaire d'État? Je dis que cette affaire est très grave. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement d'une personne, Alexandre Benalla, a entraîné un grand nombre de dysfonctionnements. Non seulement à l'Élysée et maintenant à Matignon, c'est ce que l'on découvre. On découvre des choses, des éléments liés à une personne qui travaille pour la sécurité à Matignon. La chef de la sécurité du Premier ministre. Mais je ne peux rien en dire. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une enquête, je crois, de justice. La justice s'est saisie elle-même de ce sujet. Vous n'allez pas jusqu'à parler d'une affaire d'État comme certains de vos collègues. Cela ne relève pas du champ de notre commission. Mais pour revenir, je ne sais pas si c'est une affaire d'État ou pas une affaire d'État. Ce n'est pas le sujet, c'est une affaire très grave. Pourquoi elle est grave? Parce que beaucoup de gens dans différentes sphères de l'administration
on considérait que M. Benalla était investi d'un pouvoir tel qu'ils se sont mis à tous dysfonctionner. Vous comprenez? Un pouvoir dû à sa proximité avec je le peux président vous de la République. expliquer le téléphone portable, je peux vous expliquer ses fonctions par rapport à la sécurité, je peux vous expliquer son port d'armes, je peux vous expliquer ses passeports volants qui reviennent, qui repartent, etc. Bon, je peux vous expliquer l'ambassadeur du Tchad, dont Monsieur le ministre des Affaires étrangères nous dit qu'il lui a dit « Ah ben non, je ne vous ai pas prévenu que M. Benalla est venu ». Et M. Benalla est reçu par le président de la République du Tchad pendant 1h30 et personne n'est au courant. Enfin, écoutez, c'est incroyable. Autrement dit, il y a toute une série de choses qui ne fonctionnent pas normalement parce qu'on prête sans doute un pouvoir ou une protection ou des prérogatives à M. Benalla. Jean-Pierre, c'est ça le problème. Tout cela, c'est dans les mains de la justice, donc cela n'est pas du ressort de la commission d'enquête sénatoriale. Mais est-ce que la commission d'enquête sénatoriale ne pourrait pas ouvrir un nouveau volet, une nouvelle commission d'enquête sur les dysfonctionnements à Matignon, Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que tout cela relève de la justice. Tout ce que j'ai dit avant à votre micro relève de la commission d'enquête parlementaire. Et nous n'allons absolument pas tomber dans le panneau que nous ont tendu 4 membres du gouvernement, pas moins, qui nous ont dit, quand on voulait auditionner M. Benalla, mais ce n'est pas dans votre compétence, etc. Non. Il y a 2 instances. Il y a la justice qui fait son travail. Elle condamne, elle juge et éventuellement elle condamne. Il y a nous qui, cherchons la vérité, on a déjà beaucoup d'éléments, évaluons les dysfonctionnements, les mettons à plat pour que tout le monde puisse connaître, ils sont nombreux, et faisons des propositions pour que ça ne recommence pas. Nous faisons notre travail et le fait que la justice fasse le sien n'enlève rien au nôtre. C'est ce que nous expliquons avec Mireille Jourda et Philippe Bas inlassablement, et c'est une question de fond. Ou bien on considère que l'article 51 alinéa 2 de la Constitution doit s'appliquer. C'est-à-dire que nous contrôlons le gouvernement et nous évaluons les politiques publiques, donc la sécurité du chef de l'État qui est une politique publique. Ou alors on considère qu'il n'y a aucun intérêt à appliquer la Constitution et dans ce cas c'est très grave. Donc nous appliquons la Constitution comme c'est inscrit dans la Constitution. Non, mais comme c'est normal dans la République française. Et nous sommes extrêmement vigilants, rigoureux. Nous n'avons rien d'autre dans la tête que de dire la vérité, de mettre à jour tous les dysfonctionnements et de faire que ça ne se renouvelle pas. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Sueur pour votre réaction. Madame Tam. Merci beaucoup Tam pour cette réaction. Dans le reste de l'actualité, nouveau déplacement d'Emmanuel Macron, cette fois en Saône-et-Loire, pour promouvoir le grand débat auprès des élus, mais aussi auprès des jeunes, au lendemain d'une nouvelle fracture au sein du parti majoritaire, avec le départ du député Mathieu Orphelin. Après de nombreux désaccords, il a décidé de quitter le groupe macroniste. Alors au Sénat, beaucoup regrettent ce choix et appellent à un rééquilibrage de la politique présidentielle. Jérôme Rabier. Il venait de s'abstenir sur la loi anti-casseurs, comme 49 autres députés de La République En Marche. Et ce proche de Nicolas Hulot a fini par tirer le même constat que l'ancien ministre de la Transition écologique. Mathieu Orphelin a donc quitté le groupe à l'Assemblée nationale, critiquant le manque de volonté, notamment en matière environnementale. Un départ que regrettent ses anciens camarades au Sénat. Moi, je comprends sa décision et d'un certain côté, je respecte toujours les choix individuels, même si je pense qu'il aurait été plus utile qu'il reste à l'intérieur du groupe. Au-delà de la question écologique, d'autres élus attendent davantage de social, surtout ceux issus des rangs de la gauche, qui peuvent s'inquiéter d'un manque d'équilibre. C'est vrai qu'on a un président de la République et une majorité parlementaire qui s'est construite plutôt sur un axe centre-centre-gauche. Et le fait qu'on ait un gouvernement qui se positionne assez clairement, de par ses principaux ministres, au centre-droit, pose une question d'équilibre entre des valeurs de gauche et de droite. Contrairement au discours de l'exécutif qui estime dépasser le clivage gauche-droite, pour de nombreux élus, ce marqueur reste important et la période actuelle est l'occasion d'avancer ces pions.
Nous partageons tous la volonté de faire changer, de transformer la société française, mais nous partageons aussi, pour celles et ceux qui viennent de la famille de gauche, telle que vous l'indiquez, mais aussi pour d'autres, cette volonté d'avoir une dimension sociale et qu'effectivement, il ne faudra pas rester insensible à ce qui sera dit à l'issue du grand débat national. Au Sénat, le groupe En Marche ne compte que 23 élus, ce qui est bien plus facile à gérer que les 306 élus du parti à l'Assemblée, où le gouvernement dispose toujours d'une large majorité pour voter ces textes. Suite de l'examen de la loi Pacte au Sénat, les sénateurs qui s'étaient massivement prononcés contre la privatisation d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux ont en revanche adopté la cession d'actifs d'Engie. Explication, Michael Spitzberg. Pour Engie, c'est oui. Après s'être opposé aux privatisations de la Française des Jeux et d'Aéroports de Paris dans le cadre de la loi Pacte, les sénateurs ont accepté de voir la participation de l'État descendre sous le seuil de 33% dans le capital de l'ex-GDF Suez. Avec la levée de ce verrou, c'est le désengagement total ou partiel de l'État dans l'entreprise qui devient possible, avec des garde-fous sur les actifs stratégiques comme les canalisations de gaz. Le contrôle de la puissance publique continuera à s'exercer par le biais de deux instruments qui sont loin d'être négligeables. D'abord, le secteur restera régulé avec la Commission de régulation de l'énergie. D'autre part, l'État disposera toujours, et ça a été rappelé, d'une action spécifique lui permettant de s'opposer à la vente d'actifs jugés stratégiques. À gauche, cette nouvelle étape dans le désengagement annoncé de l'État est l'occasion de dresser un bilan de la libéralisation de l'énergie. Entre 2007 et 2015, la facture de courant s'est envolée de 49% et celle du gaz de 36%. On parle ici de presque de 2 000 € par an et par ménage. Pour le gouvernement, diminuer sa participation dans Engie, c'est permettre à l'entreprise de se développer. J'ai le choix entre bloquer le développement d'Engie parce que nous ne pouvons pas suivre l'augmentation du capital ou au contraire monter au capital d'Engie pour des sommes qui sont très importantes et qui ne sont pas justifiées. C'est ce qui va permettre à Engie de se développer, en particulier dans les énergies renouvelables, avec deux secteurs qui sont très importants. D'abord, il y a le biogaz, et par ailleurs dans l'énergie éolienne offshore sur lequel Engie commence à se déployer. Le vote solennel de la loi Pacte au Sénat est prévu le 12 février. Et on retourne à la salle des conférences pour une nouvelle réaction avec vous, Tam Tranui. À vos côtés, le sénateur LR de l'Essonne, Jean-Raymond Hugonet. Oui, Jean-Raymond Hugonet, d'abord, retour sur la position de la droite sénatoriale sur Engie, la droite favorable pour faciliter le désengagement de l'État. On va vers la privatisation d'Engie. Pour quelles raisons est-ce une bonne chose pour vous ? Écoutez, ça a été une espèce d'évidence ici au Sénat. Ça a été contesté bien entendu par l'opposition au Sénat, mais pour nous c'était une évidence puisqu'en termes d'énergie, le problème ne se posait pas de la même façon que pour l'aéroport de Paris. Vous anticipez ma question. Pourquoi est-ce si différent d'Aéroport de Paris ? Est-ce que ce n'est pas un secteur tout aussi stratégique que l'énergie ? Oui, mais la donne n'est absolument pas la même. D'abord parce que, encore une fois, dans le cas d'Aéroport de Paris, il s'agit là d'un bijou de famille que nous vendons dans des conditions actuelles du pays qui ne sont pas des conditions adéquates pour le faire, avec des contraintes à la fois et des conséquences politiques, financières et environnementales, très claires, pour Aéroport de Paris que je peux développer si vous le souhaitez. Et pour Engie ? Et pour Engie, la distribution n'est absolument pas dans le même, ne reçoit pas les mêmes critères, si vous voulez, qu'Aéroport de Paris ou la Française des Jeux. Ce n'est pas du tout le même sujet et on ne peut pas à ce moment-là évoquer une crise actuelle politique comme c'est le cas pour Aéroport de Paris ou voire même financière. Alors il y a eu d'autres sujets bien sûr débattus depuis lors de l'examen de la loi Pacte. Actuellement nous sommes sur la question des écarts salariaux. Est-ce qu'il faut de vraies mesures plus coercitives pour assurer une rémunération plus égale entre les hommes et les femmes? Tout d'abord, Raymond Hugonet. Alors c'est Jean-Raymond Hugonet, mais je ne vous en veux pas puisque Raymond c'était mon père et c'était quelqu'un de très bien, vous savez. Alors ce matin on a eu le débat dans l'hémicycle et je dois dire que sur ce débat je suis intervenu, ce qui n'était pas forcément prévu, mais pour dire des choses très claires. Si on fustige les revenus très importants d'un chef d'entreprise, voilà, ou d'une star du football ou d'une star du show business, on peut le contester. Sauf que cette personne, en droit français, elle doit payer des impôts dans notre pays. Et quand elle gagne, quand elle a un salaire très important, elle paie également des impôts qui contribuent au bien de ce pays. La difficulté, c'est quand des chefs d'entreprise sont fiscalisés
à l'extérieur de notre pays. Donc pour vous, les écarts salariaux ne sont pas si graves tant que ça se retrouve dans les impôts ensuite en France? Ce n'est pas l'écart salarial qui est grave, c'est l'attitude du chef d'entreprise. À partir du moment où vous touchez une rémunération beaucoup plus importante que la personne la moins qualifiée de votre entreprise, cela, quand on reçoit une éducation, quand on regarde ce pays tel qu'il avance, ça oblige. Vous comprenez? Si on a une attitude qui est méprisante ou une attitude qui est inappropriée, à partir de ce moment-là, ça devient un vrai problème. Mais un patron d'industrie qui gagne énormément d'argent, mais qui en fait gagner énormément aussi parce qu'il a créé de la valeur ajoutée, ça veut dire quelque chose. Et pour lui, ça l'oblige. Est-ce que pour autant, il n'y a pas des écarts salariaux qui sont trop importants, qui sont voire indécents dans certaines entreprises? Mais je vais vous prendre un exemple simple qui est révélateur de notre collectivité. Le football. C'est une passion. Dans une équipe de football, quand vous avez une star qui gagne énormément d'argent et un jeune footballeur, stagiaire professionnel qui commence son métier et qui ne gagne pas ce salaire-là, que croyez-vous qu'il se passe? Si vous avez un entraîneur, si vous avez quelqu'un qui est capable de faire comprendre qu'il faut jouer en collectif pour gagner, on va gagner. Si celui qui gagne beaucoup d'argent comprend que celui qui en gagne peu va lui donner les balles pour gagner, à ce moment-là, on a tout compris, mais ça veut dire que lui, sur le terrain, doit faire le double d'effort. C'est aussi simple que ça. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Raymond Hugonet, pour cette métaphore. Merci beaucoup Tam, et justement on retourne en séance où Alexandre Poussard suit pour nous la séance depuis la tribune de presse de l'hémicycle, et c'est le volet consacré à l'épargne salariale qui est examiné cet après-midi. Alexandre. Et oui Delphine, les sénateurs ont voté des dispositions pour faciliter l'épargne salariale dans les entreprises, des dispositions prévues par le projet de loi du gouvernement. Le problème, c'est que l'épargne salariale, pour le moment, n'a pas la cote dans les petites et moyennes entreprises. Dans ces PME, on estime qu'actuellement, seulement un quart des salariés disposent d'un produit d'épargne salariale, alors soit sous la forme d'un intéressement au résultat de l'entreprise, soit sous la forme d'un actionnariat salarié. Alors pour développer ce type d'épargne, le gouvernement a prévu de baisser la fiscalité et notamment de toucher le forfait social qui est la contribution sociale payée sur ces produits d'épargne salariale. Ce forfait social, il sera supprimé pour les entreprises de moins de 50 salariés et il sera supprimé précisément sur l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés. Alors la gauche du Sénat a essayé de supprimer ces mesures en vain car elle considère que ces mesures vont notamment impacter le budget de la sécurité sociale. Écoutez la sénatrice communiste Laurence Cohen. Il faut ici rappeler que l'épargne salariale n'a pas la vocation de se substituer au salaire, mais qu'elle constitue un complément de salaire. Or, en supprimant le forfait social, vous encouragez cette épargne au détriment de la revalorisation des salaires. Revendication forte, vous en conviendrez aujourd'hui. Nous refusons cette mesure qui constituera non seulement un instrument d'évitement de la revalorisation des salaires, mais une nouvelle niche sociale. En effet, cette suppression appauvrit nos systèmes d'assurance chômage et retraite, qui sont pourtant des garanties essentielles permettant de sécuriser les salariés contre les aléas de la vie et pour vivre mieux leur retraite. Et notez que dans ce débat, la droite sénatoriale est allée plus loin que le gouvernement en baissant à 10% tous les taux dérogatoires du forfait social sur ces produits d'épargne salariale de manière à simplifier un millefeuille fiscal. Merci beaucoup Alexandre pour vos précisions. Nous vous en parlions hier. Le Sénat lance une mission d'information sur la filière sidérurgique en France. Il faut dire que les fermetures retentissantes dans ce secteur, de la scierie de Gandrange au fourneau de Florange, ont marqué l'histoire industrielle récente. Pourtant, la reprise in extremis de l'acierie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord a offert une petite lueur d'espoir dans un environnement bien sombre. Alors avant d'en débattre avec mes invités, on fait le point avec Fabien Ecker. Ils sont le symbole du déclin de la sidérurgie française. Les hauts fourneaux de Moselle définitivement éteints. Et même si le sauvetage de l'acierie d'Ascoval en décembre dernier a ramené une lueur d'espoir, la filière métallurgique est en difficulté. C'est aussi un bastion fragile ou fragilisé par la crise de 2008, fragilisé aussi par l'attitude assez agressive des concurrents étrangers et notamment chinois. On sait que la Chine a fortement investi et est arrivée à une situation de surcapacité dans les domaines métallurgie-sidérurgie. Une filière qui emploie plus de 60 000 personnes en France dans 350 entreprises pour un chiffre d'affaires de 42 milliards d'euros. Des entreprises fragilisées par la concurrence chinoise qui a inondé le marché mondial avec un acier à bas prix. Conséquence en France, l'emploi salarié dans la sidérurgie a chuté de 21% en l'espace de 10 ans.
Principalement touchés, quelques bassins d'emploi dans les Hauts-de-France, l'Est et la région PACA. Mais le recul de l'emploi ne signifie pas que la filière est condamnée. Les fermetures de sites ont souvent un impact médiatique très fort parce que tout le monde en gros a peur pour son emploi. Mais il ne faut pas mélanger les deux phénomènes. La plupart du temps, une fermeture de site ne dit rien de la santé d'un acteur économique à l'échelle nationale. Des acteurs qui misent sur l'innovation et la montée en gamme pour résister à la concurrence. La mission d'information du Sénat, qui se penche sur la filière, se donne 6 mois pour rendre son rapport. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Angèle Préville, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice socialiste du Lot, membre de cette mission d'information. Sur ce plateau également, Jean-Pierre Corbizet, bonjour, sénateur RDSE du Pas-de-Calais. Vous aussi, vous faites partie de cette mission d'information. Et Fiodor Ilov est également sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit des salariés. Bienvenue à vous. Angèle Préville, cette mission d'information, on disait, à l'initiative du groupe centriste, qu'en attendez-vous? On a entendu dans ce reportage, c'est souvent perçu comme un enjeu d'indépendance nationale, la sidérurgie. Et oui, bien sûr, c'est un enjeu très important puisque nous avons besoin, dans tous les secteurs de l'industrie, de l'acier pour être un peu plus indépendants, puisque nous dépendons, comme nous l'avons vu en majeure partie, des pays asiatiques. Donc la mission a pour but de dresser un état des lieux de l'ensemble de la filière dans le pays, de son rôle, de ses préoccupations, de son implication dans le tissu industriel pour identifier les attentions qu'il faut porter à l'égard de cette filière, de ce secteur et de ses préoccupations. Cette filière, vous la connaissez bien, Jean-Pierre Corbizet, on a vu, ça représente beaucoup d'emplois pour les Hauts-de-France. Il y a quand même eu, on en parlait, ces fermetures retentissantes. Il y a encore un avenir, selon vous, pour cette filière, même si elle est particulièrement fragilisée? Oui, parce qu'il y a un savoir-faire en France. Malheureusement, la plupart des entreprises, bien souvent, ont à un moment donné été rachetées par des étrangers. Je vois ArcelorMittal qui annonce 8 milliards de dollars de déficit. Avec l'arrivée effectivement sur le marché mondial de la Chine, on a quand même de quoi s'inquiéter. Mais on a derrière aussi tout un pan de laboratoires de recherche. Et si Valérie Létard était là, elle en parlerait certainement mieux que moi, puisqu'on a quand même derrière cela, sur le territoire du Valenciennois, encore des laboratoires de recherche liés à la sidérurgie. Et je rappelle quand même que moi, je me félicite de la décision de l'Europe d'avoir, par exemple, refusé la fusion entre Alstom et Siemens. Parce que même si le gouvernement annonce qu'on sera un grand groupe européen, n'oublions pas que derrière, Alstom était quand même un gros client de la sidérurgie et en même temps un fleuron français en matière de construction ferroviaire. Maître Rilov, vous avez défendu les salariés justement d'ArcelorMittal. Comment accueillez-vous cette mission? Quel regard portez-vous sur ce choix des parlementaires de s'intéresser à cette filière? Il était grand temps. Non mais c'est une très très bonne nouvelle. Je crains malheureusement qu'une mission ne suffira pas à endiguer un mouvement qui est maintenant vieux de plusieurs décennies. Le mouvement de la délocalisation massive des activités industrielles en général et des activités dans l'industrie sidérurgique en particulier. On a en fait siphonné notre activité industrielle et quand vous il dites faut dire les c'est choses. l'État L'État a laissé faire, a même accompagné, voire encouragé. Et puis les grands groupes sidérurgiques européens et français ont tous délocalisé autant qu'ils le pouvaient, parce qu'on parle de filières qui subiraient des difficultés. La filière sidérurgique ne subit pas de difficultés. Les grands groupes européens, français, ne subissent pas de difficultés. Ils délocalisent, c'est-à-dire que la production n'a pas disparu. Elle continue, elle croît, mais elle croît à des milliers de kilomètres d'ici. Et puis, les matériaux, le métal, l'acier qui sera fabriqué à des milliers de kilomètres d'ici va être réimporté sans qu'on ne prélève rien comme taxe pour servir l'intérêt collectif en France. On va réimporter tout ça et ça va permettre de fabriquer toute une série de pièces qui... Alors, là, vous me parliez de R&D tout à l'heure. Ce qu'on constate malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, on en arrive à la délocalisation de la R&D. La recherche et développement. Absolument. Donc, vous voyez, il faut faire quelque chose. Et là, il n'y a que le législateur qui peut, je crois, peut-être
mettre une barrière pour que ça Ça va cesse. être important, hein, justement, le rôle du législateur, Angèle Préville, puisqu'on se souvient aussi, hein, ça a été un enjeu de campagne aussi, hein, on se souvient de François Hollande à Florange, hein, sur cette promesse de campagne. On a du mal à voir aujourd'hui le rôle des pouvoirs publics. On sait que Valérie Létard va justement s'interroger sur cette question, comment les acteurs publics peuvent empêcher justement cette désindustrialisation de la filière. Oui, eh bien, il y a déjà des mesures qui ont été adoptées par l'Europe, des mesures anti-dumping qui vont permettre de peut-être remédier un petit peu à la problématique. Après, sur la recherche et développement, on a des marges de manœuvre, puisque en Suède, par exemple, on fabrique de l'acier sans carbone, c'est-à-dire avec de l'hydrogène. Donc on a sûrement des marges de manœuvre pour prendre des créneaux, hein, et des créneaux autres, et notamment sur la recherche très importante. Alors, on a également, et c'est ce qu'on va mesurer pendant la mission, c'est justement la recherche en France sur la sidérurgie. Et peut-être qu'on a des pistes aussi à explorer sur le fait que les chercheurs sont vieillissants et qu'on a perdu peut-être un petit peu là-dessus aussi. Voilà. Jean-Pierre Corbizet, sur le rôle de l'État, qu'attendez-vous de cette mission? Puisque je rappelais ces événements, hein, justement, avec cette impossibilité, finalement, cette impuissance du gouvernement à l'époque à tenir ses engagements. Ça dépend de l'époque, parce que je me souviens qu'au début des années 80, pour ne pas citer l'année, quelques 2 années plus tard, je rappelle qu'il y a eu des morts quand même dans le Valenciennois, parce que le gouvernement de l'époque, copiant certainement peut-être la politique qu'avait mis Mme Thatcher en Angleterre, alors qu'en Angleterre, ils ont réussi à remplacer la sidérurgie par des nouvelles entreprises du XXIe siècle. Quand on a fermé le Valenciennois, je me souviens des grandes manifestations, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a eu des choses qui ont remplacé. Si, certes, Toyota, mais ça s'arrête à ça. Et qu'aujourd'hui, cette mission, moi je souhaite qu'elle aboutisse sur des propositions, à condition que le gouvernement suive. Or, aujourd'hui, alors que ce matin, on examinait le rapport du premier président de la Cour des comptes, M. Migaud, qui nous dit que la situation française est très fragile, j'espère quand même que cette mission aboutira sur des engagements forts et que nous pourrons faire des propositions au gouvernement actuel. Il y a un rôle clé de l'État à jouer pour sauver la filière sidérurgique, ou c'est trop tard? Non, je ne pense pas que ce soit trop tard, mais écoutez, le problème, c'est que il y a dans le débat comme un tabou. Il faudrait toujours éviter que la puissance publique prenne des mesures qui contrarieraient la liberté du marché. Voilà. On est le seul endroit au monde, hein, sur la planète, il n'y a pas d'autre zone que la zone de l'Union européenne, pour considérer que jamais l'État ne peut intervenir dans la circulation des biens, des marchandises, des capitaux qu'il faudrait laisser faire, et que, par conséquent, la seule solution serait que les activités qui sont délocalisées soient remplacées par des activités qu'on ne peut pas délocaliser. Voilà, il faudrait absolument qu'on soit toujours en pointe de la technologie, de l'innovation, et que c'est comme ça qu'on arrivera éventuellement à rivaliser. Mais regardons concrètement ce qui se passe sur cette planète. Aujourd'hui, les Indiens et les Chinois ont de l'avance sur nous en matière de R&D. C'est-à-dire qu'ils investissent davantage, ils ont des moyens colossaux avec lesquels on ne peut même pas rivaliser. Donc on ne sera jamais, en tout cas pas à court terme, en situation de remplacer tout ce qui est délocalisé par des industries nouvelles, innovantes. C'est pas vrai. Donc soit on fait le sacrifice d'une industrie qui quand même incarne un enjeu de souveraineté nationale. De souveraineté nationale. C'est-à-dire que si on n'a plus d'industrie, c'est comme si on n'avait plus d'eau, ou comme si on n'avait plus de semi-conducteurs. D'ailleurs, on n'a plus de semi-conducteurs. On fabrique tous les semi-conducteurs aujourd'hui à l'étranger, à Taïwan, etc. Et donc, on est totalement dépendant. C'est extrêmement grave. Et la seule manière d'enrayer ce processus, c'est d'intervenir et de faire en sorte qu'on ne puisse plus délocaliser. Vous savez, c'est quand même incroyable qu'aux États-Unis, et depuis longtemps, l'État intervient pour interdire la délocalisation d'un certain nombre d'industries. Je citais les semi-conducteurs, par exemple. Aux États-Unis, il y a 30 usines de production de semi-conducteurs qui sont là et qui appartiennent à l'État, et personne ne les délocalisera jamais parce que les Américains considèrent qu'il faut qu'ils aient une production nationale dans ce domaine. Bon, pourquoi nous, en France, on ne peut pas prendre cette initiative, y compris si c'est contraire aux règles européenne, parce qu'il y a un moment, il va falloir que l'Europe bouge là-dessus, et l'Europe ne bougera pas si l'un des protagonistes importants de l'Europe,
ne prend pas une initiative dans cette direction. Voilà, c'est absolument crucial. Il faut un État protecteur, est-ce qu'il faut faire du patriotisme économique en la matière? Oui, bien sûr. Et puis, je pense qu'on a aussi les enjeux environnementaux qu'on peut mettre en avant, notamment avec l'accord de Paris. Et justement, voir comment, au niveau législatif, on peut intervenir pour marquer les choses, puisque les enjeux environnementaux ne sont pas là quand on fait venir de l'acier des pays asiatiques. Après, en France, on recycle quand même le tiers de la matière première provient du recyclage. Donc on a quand même des marges de manœuvre et des pistes à explorer pour que on puisse voir un avenir un petit peu plus rose au niveau de la sidérurgie. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui, oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a des pistes. Et justement, c'est ce qu'on veut explorer dans la mission. Donc on va, comme dans toutes les missions, auditionner plein d'organismes et de personnes différentes qui vont avoir des points de vue différents, ce qui va nous permettre à nous de, justement, comme le disait M. Corbizet, de faire des propositions. Alors justement, je vous propose d'écouter Valérie Létard, qui est à l'initiative de cette mission. Elle répondait hier aux questions de Tam Trani. On l'écoute tout de suite. Nous avons donc 6 mois pour aller sur le terrain, à la rencontre bien évidemment de ce secteur qui est assez important, qui est divers, puisque derrière la question de l'acier, il y a des domaines très différents. Il y a des secteurs qui sont très compétitifs, dans lesquels nous avons des leaders de très bon niveau. Il y a des secteurs qui sont plus sensibles et plus fragiles à la concurrence et à la compétition. Il faut que nous abordions toutes ces questions, la recherche et le développement, la question de la formation. Quelle stratégie évidemment aussi pour les acteurs publics, que ce soit l'État, les collectivités, justement, dans l'accompagnement des mutations. Un secteur qui reste compétitif, Jean-Pierre Corbizet. On voit qu'il y a aussi un attachement, finalement, peut-être en France, à cette filière sidérurgique. Oui, dans les territoires où ça a été les bastions historiques et politiques liés à la sidérurgie. Mais si effectivement j'ai évoqué Alstom, je suis par contre très content de cette initiative de pouvoir construire ou fabriquer des batteries pour les véhicules électriques dans un projet franco-allemand. Même si les batteries électriques, par rapport au développement durable, c'est pas la panacée, puisque le recyclage est compliqué. Mais au-delà de ça, comme l'a dit Mme Létard, il y a effectivement, aujourd'hui, dans cette filière-là, au-delà de l'histoire sociale qui a pu marquer nos territoires respectifs, il y a encore dans ces territoires la possibilité de maintenir ces industries. Et je pense qu'à un moment donné, on doit être en capacité, comme l'a dit Maître Rilov, c'est d'avoir une espèce de patriotisme industriel. Excusez-moi, mais à un moment donné, quand on parle de développement durable et qu'on laisse l'Allemagne revenir à la production de charbon, on se pose quand même des questions. Donc je suis convaincu qu'on trouvera des solutions en allant sur le terrain, à la rencontre des industriels, mais aussi des élus et du monde syndical, pour faire des propositions au gouvernement, à charge à lui de prendre ses responsabilités. Vous le confirmez, cet attachement aussi, c'est notre histoire sociale, cette... Mais vous c'est pas que du folklore, franchement, c'est vraiment pas que du folklore. C'est ce que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dit oui, alors on est attaché sentimentalement, donc il faudrait préserver ça comme si c'était une sorte de patrimoine culturel. Attendez, je vais donner quelques exemples. Il y a un savoir-faire en matière sidérurgique, dans la métallurgie en général. Il y a un savoir-faire en France qui est unique au monde. Par exemple, il y a des pièces que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on ne savait pas fabriquer ailleurs qu'en France. Et de grandes entreprises états-uniennes, Caterpillar pour ne pas la citer par exemple, étaient obligées de venir s'approvisionner ici. Parce qu'il n'y avait qu'ici qu'on savait fabriquer ça. Yes. Et il y a quelques années, les 2-3 sites qui avaient ce savoir-faire, les salariés qui y travaillaient, ont vu arriver des investisseurs de nationalités diverses, notamment des Indiens. Et on a évidemment pris le contrôle de ces entreprises et on a tranquillement, pendant plusieurs années, organisé la délocalisation de ce savoir-faire. C'est-à-dire qu'on a demandé aux salariés de ces sites, qui ne sont pas d'énormes infrastructures industrielles, c'est des entreprises de 150, 200 salariés, c'est des PME, et qui cultivent ce savoir-faire depuis des décennies et des décennies. On leur a demandé d'aller en Inde. Je prends juste cet exemple-là. C'était en Inde que la délocalisation avait eu lieu. On a demandé aux salariés d'aller en Inde. Enfin, on leur a adressé une injonction, vous n'avez pas tellement le choix. Et on leur a demandé de former les professionnels indiens. Tout ça s'est déroulé sur des années, jusqu'à ce que
les professionnels en Inde aient plus ou moins acquis le savoir-faire, et à partir du moment où cette délocalisation des compétences était achevée, on a fermé l'usine en France. On a fermé l'usine en France, et cette compétence, aujourd'hui, elle est en train de disparaître, parce que les salariés dont je vous parle, ils sont au chômage, et il n'y a personne pour venir leur succéder, ils ne peuvent plus. Ça aussi, c'est un drame pour eux, parce qu'ils savent qu'ils ont ces compétences extraordinaires, et il n'y a plus de jeunes dans leur usine pour venir absorber ce savoir-faire et leur succéder. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de boulot, voilà, et tout ça est en train de disparaître. Et ça se fait, oui, c'est ça qui est absolument incroyable et scandaleux, ça se fait quasiment avec le sourire des autorités qui, autour, devraient quand même, normalement, au moins se manifester et montrer leur outrance. Non, c'est bien. C'est bien, pourquoi ? Parce que c'est formidable que la liberté de démonter l'industrie puisse prospérer en France, voilà, parce que cette liberté-là va engendrer par ailleurs l'apparition de nouvelles activités. Ça fait 50 ans qu'on attend ça, hein. C'est comme le ruissellement. Vous voyez, Angèle Préville, il y a des lueurs d'espoir quand même. Je parlais notamment d'Ascoval, hein, peut-être qu'on va en parler. Oui, voilà, il y a des lueurs d'espoir. Moi, je suis scientifique, alors je crois dans le domaine de la recherche, bien évidemment. J'ai parlé tout à l'heure de l'acier qui peut se faire avec de l'hydrogène, comme c'est le cas en Suède, mais il y a également de l'acier qui peut se faire avec des pneus recyclés, comme ils le font en Australie. Je pense qu'il y a plein de pistes à explorer, et justement, prendre un coup d'avance peut-être sur ce qui se fait en Chine, où l'acier se fait toujours de manière classique avec du charbon, et puis aller de l'avant avec notamment l'obtention, certainement, parce que les aciers sont très différents suivant les techniques de production, et justement par rapport aux enjeux technologiques qu'on a maintenant. Et donc, je pense qu'il y a des pistes. Vraiment, moi, j'ai l'espoir, en tout cas. On parlait de Jean-Pierre Corbizet d'Ascoval. Oui, reprise in extremis. Ça montre aussi que quand l'État veut, eh bien, il peut aussi sauver des sites. Ça a été compliqué, ça a été un véritable bras de fer avec tout à fait ça. Quand vous dites que quand le gouvernement veut, il peut. S'il n'y avait pas des élus majeurs sur le terrain pour imposer des décisions au gouvernement, aujourd'hui, Ascoval serait fermé. Si, c'est très clair, je veux dire, on n'est pas du même bord politique, mais s'il n'y avait pas eu Xavier Bertrand et Valérie Létard pour taper du poing sur la table et menacer Bruno Le Maire, je crois qu'aujourd'hui, l'usine serait fermée. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut aussi avoir des élus de terrain, et je pense qu'on les a, et qu'il faut faire pression sur le gouvernement quand effectivement des fleurons de l'industrie française sont en danger. Je veux dire là-dessus, comme Alstom, je crois qu'il faut absolument se battre, parce que comme l'a dit Maître Rilov, à un moment donné, notre matière grise est débauchée à l'étranger. On forme des gens à la place, et puis effectivement, avec le coût de la main-d'œuvre, on se retrouve avec les mêmes pièces en France, et pas forcément avec l'acier de même qualité, mais qui arrive ici moins cher. Et ça, c'est pas acceptable. Oui. Maître Rilov, sur ce sauvetage d'Ascoval, nous avions déjà reçu. Et les syndicats aussi. Hein. Oui, il y a eu effectivement le travail aussi des syndicalistes qui a payé dans ce dossier. Mais ce dossier, il est assez emblématique du sujet qui nous intéresse cet après-midi. Pourquoi ? Parce que, écoutez, le principal client, c'était Vallourec. Bon. Et Vallourec, sur les 24 derniers mois, a connu un redressement absolument fulgurant. Hein, une augmentation absolument incroyable de son chiffre d'affaires. Tout ça qui c'est lié à une croissance du marché sur lequel est Vallourec. Bon. Simultanément, Vallourec se sépare d'Ascoval et ne veut plus commander chez Ascoval. Pourquoi ? Pas parce que ce que produit Ascoval n'est plus consommé par Vallourec. Non, parce que Vallourec va s'approvisionner ailleurs. Et va s'approvisionner ailleurs dans des sites qui sont en fait le résultat de délocalisation. Bon, et donc, si l'État n'intervient pas, alors l'État est intervenu ici, mais de façon quand même extrêmement modérée, parce que là, les repreneurs, on leur a dit, trouvez d'autres débouchés que Vallourec. Et ça, c'est vraiment... Alors ça, s'ils y arrivent, je ne sais pas comment, moi j'ai regardé un peu. Bon, le tribunal de commerce, effectivement, sous la pression, y compris des politiques, a pris une décision qui a sauvé, pour le moment, ce site, mais de façon tout à fait objective et rationnelle, sans déboucher et sans la participation de Vallourec, au moins pour accompagner pendant une phase de transition, je ne vois vraiment pas comment ça va fonctionner. J'espère que ça va fonctionner, mais moi, je ne dispose pas des éléments pour être très optimiste. Si on avait pris des mesures pour que Vallourec continue à s'approvisionner auprès
compte, on aurait évidemment une situation complètement différente. Mais on ne veut pas prendre ces mesures, parce que si on prenait ces mesures, alors tout d'un coup, on heurterait tous les principes que j'ai évoqués tout à l'heure, et qui sont considérés comme des espèces de totems. Voilà, on ne peut pas y toucher. Si on y touche, alors c'est ça fera scandaleux. partie des sujets de la mission, la situation d'Ascoval, Angèle Préville. Oui, bien sauter sûr. les totems. Et puis, je voudrais revenir justement sur le totem, justement. On a dans la Constitution, donc peut-être qu'il faudra revoir là, la liberté d'entreprendre qui, en quelque sorte, chapeaute tout et qui bloque certaines choses. Mais c'est dans la Constitution. Mais c'est récent, ça. Vous savez, la liberté d'entreprendre, pendant très longtemps, on l'a mis sur un pied d'égalité avec, par exemple, le droit à un emploi. Voilà. Et les décisions du Conseil constitutionnel ont malheureusement récemment, vous avez raison, donné davantage d'importance à la liberté d'entreprendre par rapport au droit à l'emploi. Il faut rééquilibrer, mais on ne peut pas rééquilibrer ça sans que le pouvoir politique prenne la décision de façon visible. Ça fera partie certainement des recommandations de la mission des sénateurs. Merci beaucoup, Maître Rilhoff. Merci à vous. Merci Jean-Pierre Corbizet. Merci Angèle Préville d'être venue en parler sur ce plateau. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais, un nouveau déplacement d'Emmanuel Macron. Cette fois, le chef de l'État est en Saône-et-Loire pour promouvoir le grand débat auprès des jeunes. Une omniprésence télévisuelle qui inquiète d'ailleurs l'opposition. Le CSA pourrait être saisi sur cette question des temps de parole. Je vous propose d'écouter la réaction du sénateur LR Jean-Pierre Lelot au micro de Tan Trani. Oui, nouveau déplacement donc d'Emmanuel Macron aujourd'hui, qui est une nouvelle fois diffusé à la télévision. Jean-Pierre Leleux, que pensez-vous du fait que toutes ces prises de parole du chef de l'État soient diffusées notamment sur les chaînes d'infos en continu ? Écoutez, la monopolisation des écrans par le président de la République ne manque pas de nous interpeller. Il y a une règle qui est compliquée à mettre en œuvre, j'en conviens, mais qui est de dire qu'un tiers du temps est réservé à l'exécutif, un tiers est réservé à la majorité et un tiers à l'opposition. J'ai l'impression qu'on explose les radars. Le CSA a la mission de surveiller cela et de faire des rapports en conséquence. J'entends dire qu'on peut le saisir, le CSA, mais on n'a pas besoin de le saisir, il doit le faire de lui-même, il doit s'auto-saisir de ce genre de problème. De nombreux groupes, effectivement, ont fait part de ce problème, de gauche comme de droite, mais pour vous, c'est flagrant. Mais que pourrait bien faire le CSA dans ces circonstances ? Alors, j'avoue que c'est compliqué et que je n'aimerais pas être à sa place, parce que passer son temps à compter les minutes et à qualifier les représentations des uns et des autres, c'est compliqué. Mais c'est sa mission. Oui. Et donc, il faut qu'il fasse au moins et qu'il dise ce qu'il en pense. Moi, je ne suis pas 24 heures sur 24 devant les écrans, mais chaque fois que j'ouvre l'écran, je vois un débat animé par le président de la République qui passe son message. D'ailleurs, la preuve, ça marche très bien, puisque les sondages remontent en sa faveur. Emmanuel Macron remonter dans les sondages au fur et à mesure donner le même temps de parole aux partis d'opposition, et peut-être qu'on regagnera quelques points. Là, il y a un dysfonctionnement, à mon sens, très net de l'utilisation de l'audiovisuel. Le CSA avait dit que cela pourrait être compensé. Maintenant, effectivement, on se demande où il pourrait y avoir suffisamment d'émissions politiques pour inviter des invités des autres partis politiques pour compenser ce temps de parole. Si l'exécutif nous dit aujourd'hui, compte tenu du temps dont a disposé le président de la République, nous ne parlerons plus jusqu'aux élections européennes, moi ça me convient. Mais je ne pense pas que ce soit leur intention. Est-ce que vous appelez même peut-être un certain nombre de chaînes de télévision à ne plus diffuser toutes ces interventions du président de la République ? La presse est évidemment libre, mais il lui appartient d'être responsable également. Et elle-même, de son côté, de mettre en œuvre ces émissions en fonction de ces ratios qui sont prévus par la loi. C'est aussi aux chaînes de faire leurs calculs. J'admets que ça peut être compliqué, je le redis, parce qu'il faudrait mettre des équipes pour compter secondes et secondes des interventions des uns et des autres. On peut faire en temps de campagne, mais pas tout le reste de l'année. Il faut quand même être mesuré et respecter les groupes d'opposition. C'est pas forcément vraiment ressenti comme cela en ce moment. Je pense que la démocratie, c'est évidemment une majorité que l'on respecte en tant que telle, mais c'est aussi une opposition qui doit exister en termes démocratiques. Oui. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Leleux d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous, Tam. On en vient à présent aux travaux de la mission commune d'information sur les infractions sexuelles sur mineurs du Sénat. Temps fort ce matin, les auditions Jean-Marc Sauvé, le président de la commission d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église. Il est venu s'exprimer devant les sénateurs. Pour lui, cette commission sera opérationnelle très prochainement et ses conclusions sont très attendues après la révélation de nombreux scandales. Cécile Sixou. On nous a donné en avant-première la liste qui peut être diffusée à midi, donc ça doit y être là. La sénatrice Françoise Laborde se réjouit. Jean-Marc Sauvé n'est pas venu les mains vides. Le président de la commission chargée d'enquêter sur les abus sexuels dans l'Église a donné la primeur aux sénateurs. Sa commission sera composée de 22 membres, des sociologues, des médecins, des historiens ou encore des juges et sera opérationnelle dans 3 mois. Elle axera sa mission sur l'écoute des victimes. Le mal qui a été fait aux victimes est l'un des plus graves qui soit. Il laisse des traces profondes et dans la durée. Et c'est cela que nous devons d'abord nous attacher à mesurer. La commission Sauvé entendra justement l'association des victimes La Parole Libérée, à l'origine du procès Barbarin, et également auditionnée au Sénat. Bonjour. Donc, on aura l'occasion, bien sûr, cette fois-ci la commission aura l'occasion de vous entendre. L'association déplore que les victimes ne soient pas représentées dans cette commission. C'est quand même très surprenant qu'il n'y ait pas de victimes au sein de cette commission. Je veux dire, si on en est là aujourd'hui, et si on se voit aujourd'hui, c'est grâce à qui, en fait? Qui a permis de briser l'omerta? Leur présence est, à mon sens, indispensable pour que cette commission soit crédible aux yeux de ces victimes qui vont témoigner. Donc, comment se fait-il que nous, on a reçu plus de témoignages que l'Église elle-même? Voilà, c'est qu'il y a bien un problème de confiance. Redonner confiance en l'institution, c'est la lourde tâche de la commission Sauvé qui rendra ses conclusions dans 2 ans. Et on continue les réactions avec vous, Tam Tranu, avec la sénatrice socialiste Laurence Rossignol. Laurence Rossignol, ce matin, vous avez auditionné Alain Chrisnart à la tête de la commission d'expertise sur la pédophilie dans l'Église catholique. Déjà, avec quelle impression êtes-vous ressorti de cette audition? En ce qui concerne la commission Chrisnart, je crois qu'elle a travaillé, elle a rassemblé des gens de bonne volonté, mais maintenant la main est dans la commission Sauvé aujourd'hui. Qui était là également. Pour lequel c'était sa première audition, puisqu'il a annoncé aujourd'hui la composition de sa commission. Ce que j'en ai retenu sur la future commission, enfin la commission Sauvé, le travail qu'ils vont avoir à faire, c'est que je crois qu'il faudrait qu'on se revoie assez régulièrement. Voilà, il faut que les liens continuent de ne se distendent pas, d'une part, et surtout, il y a la question de la parole des victimes. Et en fait, on voit bien que de part et d'autre, on reçoit des paroles de victimes. Donc, à un moment donné, il faut que toutes les victimes arrivent vers la future commission Sauvé et que là, elles puissent trouver l'écoute. Donc, on a intérêt à continuer d'avoir des ponts entre les uns et les autres. Certaines victimes ont jugé que ces commissions, en tout cas la commission Chrisnart, avait été trop théorique. Est-ce que vous le jugez aussi ? Écoutez, je ne peux pas juger de la commission Chrisnart parce qu'elle n'a pas produit de résultat, elle n'a pas produit de conclusion, il n'y a pas d'écrit sur lequel on puisse se fonder. Ce que j'observe, c'est qu'il y en a une autre commission, donc il fallait quelque chose de plus large et de plus pérenne et qui aille au-delà de simplement l'audition des victimes, qui aille chercher le système. Quel est le système qui a permis que des tels faits de violences sexuelles, de pédocriminalité se produisent, qu'ils ne soient pas dénoncés, que les auteurs ne soient pas poursuivis. Il y a 2 sujets dans la pédocriminalité dans l'Église, celui des faits commis et puis celui des complicités dont ont bénéficié les auteurs. Et surtout celui de la réitération des faits. Est-ce que ces auteurs ont été mis hors d'état de nuire? C'est la question d'ailleurs que vous avez posée tout à l'heure ce matin. Il y a aussi l'intervention d'Alain Chrisnart qui vous a vraiment fait réagir. C'est lorsqu'il a parlé de la pédophilie comme d'une maladie. Il a dit que c'était là l'une des dimensions de la pédophilie. Pourquoi est-ce que ça vous a fait réagir? Oui, je me méfie toujours de ces approches purement psychologiques et individuelles. En fait, qui tendent à montrer que ce sont des individus qui dysfonctionnent, qui sont malades, qui ont des troubles psychiatriques, et ce qui exonère un peu de se demander si c'est pas le système lui-même qui dysfonctionne. Pour ma part, chez les auteurs de violences sexuelles, qui sont des prédateurs, il y a probablement
une part de maladie psychiatrique, mais il y a aussi une part d'abus de pouvoir. Les auteurs le font parce que c'est possible, parce qu'ils considèrent qu'ils ont affaire à des personnes soumises, vulnérables, sous emprise, et qui peuvent se permettre tout et en particulier d'exercer des violences sexuelles contre eux. Donc j'aime bien qu'on rappelle aussi que c'est un ensemble de mécanismes, un système à la fois fondé sur le secret, la protection de ses pairs, la domination masculine, parce que quoi qu'on en dise, les auteurs sont des hommes, les victimes sont soit des jeunes garçons ou des jeunes filles, mais les auteurs sont à 99% majoritairement des hommes. Donc et la société religieuse sur ces sujets-là n'est pas si loin de la société qui est la nôtre, la société laïque, c'est-à-dire la domination masculine, la prédation sexuelle, elle s'exerce dans l'une et dans l'autre des deux sociétés comme système et pas simplement comme déviance des individus. Eh bien, merci beaucoup Laurence Rossignol pour votre réaction. Merci beaucoup Tam, et on continue sur ce point avec Catherine Bonnet, pédopsychiatre, qui est notre invitée dans le Face à Face tout de suite. Bonsoir Catherine Bonnet, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Vous avez été membre de la commission Vaticane chargée de lutter contre la pédophilie dans l'Église. Vous avez d'ailleurs démissionné de cette mission. On voit Jean-Marc Sauvé, lui, qui installe une mission quasi identique en France. Qu'en attendez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il va rencontrer finalement les mêmes difficultés que vous dans la mission Vaticane? Écoutez, j'en sais rien puisque je n'ai pas connaissance de sa composition. Je ne sais pas comment il va travailler. Mais ce qui me semble essentiel, en tout cas, ça a été les deux raisons pour lesquelles j'ai démissionné. La première, c'est que je pense qu'on ne peut pas tirer des leçons pour les enfants d'aujourd'hui si on n'écoute pas les leçons des victimes des enfants d'hier. Hein. Il faut absolument écouter les témoignages des victimes. D'ailleurs, un certain nombre ont contribué en écrivant en particulier La Parole libérée, ont écrit un document que j'ai soutenu et qui est tout à fait pertinent. Et puis de par le monde, il y a des tas de victimes qui se sont donc associées. Il y a l'association Ending Clergy Abuse, une association internationale de tous les pays dont fait partie le président de La Parole libérée, qui en a été le fondateur. Donc, ça leur permet de comparer, si vous voulez, d'un pays à l'autre, où sont les défaillances. On a entendu justement La Parole libérée qui a été auditionnée ce matin au Sénat. Visiblement, ils ne sont pas présents dans cette commission d'enquête Sauvé. Qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est très difficile comme ça de juger, mais il me semble... Enfin, écoutez, moi, c'est essentiel. C'est bien simple. Moi, j'ai appris mon travail avec les victimes. Hein, dans les années 80, en médecine, on n'était pas formés. Ce sont des collègues qui m'ont envoyé des personnes qui étaient en échec de la psychanalyse. Elles ne voulaient plus y retourner. Elles trouvaient que les symptômes qu'elles avaient ne se modifiaient pas. Donc, on m'a demandé de les recevoir. J'ai accepté. J'étais une psychanalyste en herbe. J'allongeais des personnes. J'étais en supervision. Et à ce moment-là, je leur ai dit, écoutez, expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que sinon... je ne vais pas comprendre, c'est essentiel. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu des dévoilements de violences dans l'enfance, de violences sexuelles, qu'elles soient dans la famille ou qu'elles soient hors de la famille, et des professionnels qui ne répondaient pas ou minimisaient ou niaient les problèmes. Évidemment, ça maintient les symptômes. Est-ce que ça veut dire, pardon, Catherine Bonnet, que cette parole-là, cette parole des victimes, l'Église catholique n'est pas encore prête à l'entendre? Écoutez, il y en a qui entendent, mais il faut absolument que les commissions reçoivent les victimes qui le demandent, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient en association. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi a-t-on peur des victimes? On devrait beaucoup plus avoir peur des délinquants sexuels. Ça c'est que ce soit dans l'Église, ou que ce soit ailleurs. C'est vraiment l'inverse. Et je trouve que ces victimes ont un courage énorme. Quand elles sont enfants, elles osent dévoiler, malgré des menaces, malgré du chantage, malgré des manipulations. Et quand ils sont adultes, également, ont un courage fou, et surtout quand il s'agit de puissants.
On voit quand même cette commission Sauvé qui a été votée par la conférence des évêques. Vous, quand vous étiez membre de cette commission Vaticane, il y a quand même une volonté de la part de l'épiscopat de prendre en charge ces victimes, d'évoluer, de prendre finalement ce problème de la pédophilie, des abus sexuels sur mineurs enfin en compte. Écoutez, ce qui est très important, c'est de faire appel et de leur demander ce qu'ils souhaitent, au lieu de leur dire « faites ceci ou faites cela ». Que souhaitent-ils? Ils souhaitent être entendus, écoute, que tout le monde les écoute. Voilà. Et d'autre part, la deuxième raison pour laquelle j'ai démissionné de la commission Vaticane, c'est parce qu'il me semblait essentiel, d'une part, que le pape insère une exception dans le droit canon, en particulier qu'il lève le secret pontifical en cas de violence sexuelle à l'encontre de l'enfant. Alors ça, les autres membres de la commission étaient d'accord, mais je voulais aller plus loin. Et je souhaitais qu'il y ait une obligation de signalement pour tous les supérieurs religieux et les évêques, afin qu'ils ne soient pas dans une situation d'hésitation. Et cette hésitation, si vous voulez, elle est générale en France, par exemple pour les médecins, parce qu'il y a des dilemmes. Alors en médecine, c'est vraiment particulier parce qu'un certain nombre de médecins depuis 20 ans sont l'objet de poursuites, de sanctions disciplinaires. Mais il y a des articles du droit canon qui sont interprétés comme un risque de violer le droit canon, alors que les choses soient claires, qu'on se mette du côté des victimes, qu'on respecte l'article 3 de la Convention. C'est tout l'enjeu, Catherine Bonnet, aussi du procès Barbarin. On sait qu'on attend le jugement le 7 mars prochain. Cette non-dénonciation, ce refus de signalement, c'est au cœur aussi de cette question de lutte contre la pédophilie dans l'Église. Si vous voulez, en France, on parle de dénonciation. Vous-même, vous venez de dire. Mais dénonciation, c'est un mot qui fait peur en France. Ça rappelle la guerre de 39-40, l'occupation, les dénonciations nazies. Il faut parler de signalement. Il faut parler de signalement. C'est une alerte. Il s'agit de protéger des enfants qui ont dévoilé à des médecins ou à d'autres personnes. Et qu'est-ce qu'ils demandent, les enfants? Que ça s'arrête. Ils demandent que ça. Alors, il ne s'agit pas de dénoncer, il s'agit de protéger. Ils ne veulent que les violences ne recommencent plus. Alors, soyons simples. Et forcément, on ne peut signaler que des suspicions. C'est ça qui n'est pas compris. On n'est pas présent. C'est rare que des personnes soient présentes au moment des faits. Alors, donc, quand on a connaissance ou quand on suspecte, parce qu'on est médecin, on a des éléments cliniques, des symptômes, et l'enfant nous dévoile, il dévoile progressivement. Donc à ce moment-là, il faut absolument faire un signalement. Mais étant donné qu'il y a tellement de difficultés, il faut introduire dans le code pénal français une obligation de signaler, non seulement pour les médecins, mais aussi pour tout le clergé. Ça me semblerait plus simple. Avec cette tentation pour le clergé de toujours régler ces situations en interne, Catherine Bonnet? Écoutez, je crois que quand on est citoyen d'un pays, il faut respecter les lois du pays. D'ailleurs, en avril 2010, la congrégation de la doctrine pour la foi avait demandé à ce que tout le clergé suive les lois civiles. Mais le problème, c'est qu'il y avait très très peu de pays en 2010 qui avaient une obligation de signaler dans leurs lois. Alors, il dit ça, donc en France, à ce moment-là, pour aider le clergé, il faut que le législateur instaure aussi une obligation de signaler pour tous les membres du clergé dans la loi française. Ça, vous l'avez dit au sénateur de la mission d'information. Merci. Voilà, je vous en prie. Merci Catherine Bonnet, merci d'avoir accepté notre invitation. On en vient à présent à cette affaire Benalla. Vous le savez, elle n'en finit pas après la révélation d'enregistrements compromettants par Mediapart la semaine dernière. On a appris que la chef de la sécurité de Matignon avait été entendue par le parquet. Alors voyez comment les sénateurs de la commission d'enquête ont accueilli ces derniers rebondissements avec Quentin Calmy. Après l'Elysée, c'est désormais Matignon qui est secoué par l'affaire Benalla. La semaine dernière, Mediapart révélait des écoutes entre Vincent Crase et l'ancien chargé de mission. Des écoutes qui ont attisé la curiosité, car une hypothèse circule, ces enregistrements auraient eu lieu au domicile de la chef du groupe de sécurité du Premier ministre. La chef de la sécurité de Matignon est apparemment impliquée, a été entendue, et on s'aperçoit qu'à la suite de ces révélations, que M. Benalla et M. Crase ont violé l'interdiction de se rencontrer et sont entrés en relation.
Une rencontre chez Marie-Élodie Poitou, chef du GSPM donc, et qui a reconnu devant les juges mardi avoir reçu Alexandre Benalla chez elle. Mais c'est le profil de son compagnon qui interroge. Chokri Vakrim est un proche de l'ancien chargé de mission à l'Elysée qui a travaillé sur le sulfureux contrat avec un oligarque russe au centre de l'affaire depuis cet hiver. Et là, il faut quand même que nos concitoyennes et concitoyens comprennent, parce que l'affaire Benalla maintenant, c'est une affaire d'État et c'est une affaire qui concerne cette opacité du gouvernement, ces copinages, ces dérives. Mais quel rôle le Sénat peut-il jouer après ces nouvelles révélations? La commission d'enquête doit rendre son rapport dans les prochaines semaines. Il faut se rappeler tout de même que nous n'avons plus de pouvoir. Nos pouvoirs de mission d'information avec les pouvoirs d'une commission d'enquête n'existent plus depuis le 23 janvier, date à laquelle nous avions fini notre mission qui ne pouvait durer que 6 mois. Donc ça ne changera pas grand-chose dans le sens où nous n'allons pas faire de nouvelles auditions, nous ne pouvons pas sous ce régime-là en tout cas. Ça maintient une certaine inquiétude qui existait déjà sur les possibilités de collaboration que pouvait avoir quelqu'un qui est au plus près de l'Elysée avec des pays étrangers. Une affaire qui n'en finit plus de secouer le quinquennat depuis le mois de juillet. Avec ces enregistrements révélés par Mediapart, le feuilleton prend désormais les allures d'un roman d'espionnage. Et autre réaction, celle du sénateur du Rhône, sénateur LR François-Noël Buffet. À votre micro, Tantra Nuit. François-Noël Buffet, comment réagissez-vous aux nouveaux rebondissements dans l'affaire Benalla qui mettent cette fois-ci en cause Matignon? Est-ce que pour vous, cela commence à ressembler à une affaire d'État? En tous les cas, on peut s'interroger. La question est parfaitement légitime. Désormais, Matignon est supposé avoir adressé un courrier au procureur de la République, ensuite des déclarations qui ont été connues la semaine dernière pour aller organiser cette perquisition un peu étonnante, en tous les cas dans la forme, moins sur le fond. Ce qui pose aussi un vrai problème en termes d'indépendance du procureur de la République. Il y a un sujet sur l'indépendance du procureur de la République, mais sur le rôle de Matignon, c'est-à-dire des services du Premier ministre. Il y a une interrogation sur la jeune femme qui est en charge de la sécurité et son rôle exact dans la situation. Donc on a une étape supplémentaire qui vient ajouter un peu plus de trouble à la situation que nous connaissions jusqu'à maintenant et sur lequel la commission travaille, les rapporteurs travaillent. Donc je pense qu'on n'est pas au bout totalement du scénario, mais il faut prendre garde à ce que ça ne soit pas non plus le début effectivement de ce qui pourrait être une affaire d'État et devenir très très ennuyeuse. Et justement, eh bien, dans ce contexte, que peut faire la commission d'enquête sénatoriale? Peut-elle se pencher sur ce nouveau volet alors qu'elle n'a plus ses pouvoirs d'enquête depuis le 23 janvier? Vous savez que le Sénat a redit que la commission respecterait les règles absolues qui s'imposent à elle. Elle n'a plus de pouvoir d'audition depuis maintenant plus de 15 jours. Elle est dans la rédaction de son rapport. Elle peut éventuellement se nourrir des informations qu'elle obtient ou que nous entendons, mais formellement, nous n'avons pas de moyens d'action supplémentaires. Oui, formellement, il n'y a pas de possibilité ni de prolonger les pouvoirs d'enquête. On peut tout de même continuer des auditions, mais sous le statut d'une mission d'information, sans serment, pas avec les mêmes contraintes. Auquel cas, il faudrait créer cette fois-ci une mission d'information qui pourrait éventuellement prendre le relais. Je ne sais même pas d'ailleurs sur le plan de règlement intérieur du Sénat si cela est possible. Ce qu'il y a de certain, c'est que maintenant, compte tenu des circonstances, il faut que peut-être le milieu judiciaire se mette au travail et qu'on ait une instruction qui soit menée fortement pour qu'on sache vraiment où on en est. Vraiment, il faut sortir de ces épisodes-là. Ça devient... un ancien président aurait dit abracadabrantesque, mais je crois que c'est ça. Et pourquoi pas une nouvelle commission d'enquête sénatoriale vraiment sur la question de Matignon? Ça, c'est possible au moins théoriquement. C'est théoriquement possible, encore faudrait-il que le bureau évidemment décide, mais par ailleurs c'est tellement lié au reste de la procédure et du dossier que ça me paraît en réalité avoir peu de possibilités de se réaliser. Ce qui est certain, c'est que dans cette affaire-là, le trouble est désormais total, que l'inquiétude de choses qu'on nous a cachées ou pas tout dit, ça paraît une évidence, et que nous sommes dans une situation où véritablement on a besoin de cette vérité pour apaiser la situation et redonner naturellement aux plus hautes autorités de l'État la crédibilité qu'elles doivent avoir, qui est très entachée avec cette affaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aveu d'impuissance pour les sénateurs face à toutes les ramifications de cette affaire? Finalement, vous dites aujourd'hui, c'est vraiment à la justice de se saisir de l'ensemble de cette affaire. Non, il n'y a pas d'aveu d'impuissance. Il faudrait regarder sur le plan juridique comment nous pourrions continuer.
pour le faire dans les règles, c'est important. À mon avis, il y a eu tellement de mensonges tout au long de cette commission d'enquête. Comment arriver à la vérité finalement ? Effectivement, le mensonge est présent, on le sent présent partout. La question maintenant, c'est que probablement une autorité judiciaire avec une instruction devrait être ouverte, me semble-t-il, dans cette affaire-là, me paraît à titre personnel utile. Si le Parlement peut encore avancer, faisons-le, trouvons les moyens de le faire. Mais l'affaire prend de telles proportions qu'on peut s'interroger véritablement sur le simple rôle du Parlement. Il faut aussi peut-être que l'institution judiciaire saisisse de ce dossier. Merci beaucoup François. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam. Le cumul des mandats pourrait faire son retour. Le gouvernement réfléchit à exempter les maires des petites villes. Emmanuel Macron a déjà ouvert la porte il y a 2 semaines à une révision de la loi. Gérard Larcher y est lui aussi favorable. Marie Brémond. Petit à petit, l'idée fait son chemin. Un éventuel retour du cumul des mandats. Un parlementaire pourrait à nouveau être à la tête d'une commune de moins de 10 000, 5 000 ou 3 500 habitants. Le seuil reste à définir, rien n'est figé. Une façon de redonner de la voix aux élus locaux, selon François Bayrou. Beaucoup d'élus de ces communes voudraient pouvoir représenter leurs concitoyens auprès des administrations centrales dont nous disions là qu'elles étaient si puissantes en France. Et peut-être ça donnerait, en tout cas c'est ce qu'ils soutiennent, une légitimité plus grande à la voix de ceux qui s'expriment. Un plaidoyer pour le cumul des mandats au nom d'un ancrage territorial, d'une reconnexion avec les territoires. À la Haute Assemblée, cela en fait sourire plus d'un. À commencer par son président qui n'a jamais caché son hostilité au non-cumul. Le président de la République m'a dit, mais c'est vrai, un président de département ne peut plus siéger au Parlement. Et je dis, oui, monsieur le président. C'était même très très mal vu. C'était même pas mode. C'était vieux monde. Et moi je vous dis que c'est un sujet sur lequel on va réfléchir. Serait-ce la revanche du vieux monde ? Rien n'est encore fait, mais la loi sur le non-cumul de 2 mandats exécutifs adoptée en 2014 commence doucement à être remise en question. Le tabou a été levé par le président de la République lors de son débat face aux maires dans l'Eure. Mais moi je suis assez partisan d'une idée où on redonne du temps aux législateurs pour aller sur le terrain. Est-ce qu'il faut en même temps lui permettre de réavoir des mandats locaux, en tout cas dans une certaine proportion, sans être dans des exécutifs de premier plan peut-être ? Le débat est à nouveau ouvert, mais avec beaucoup de précautions, car cela pose aussi la question du cumul des indemnités ou des fonctions. Certains plaident pour le retour du cumul des mandats dans une certaine proportion, mais cette fois-ci, limité dans le temps. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Laurence Lemouzy. Bienvenue à vous. Vous êtes directrice de la revue Pouvoirs locaux et de l'Institut de la gouvernance territoriale. Bienvenue à vous. Catherine Procassette également sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Sénateur LR du Val-de-Marne. Sur ce plateau également Bruno Cotresse. Vous êtes chercheur au CIVIPOF, professeur à Sciences Po. Et puis Éric Kerrouche est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste des Landes. On voit cette idée de revenir sur la réforme votée sous le quinquennat de François Hollande émerge de nouveau. Ça séduit certains parlementaires, même au sein de la majorité. Comment vous l'expliquez, Éric Kerrouche ? Moi, je trouve ça très mignon. On a une vingtaine de mois, on a des petites dames et des petits messieurs qui arrivent à l'Assemblée nationale pour incarner le nouveau monde, le changement des pratiques, qui nous parlent de réduire le cumul dans le temps, voire de l'interdire. Et puis, 20 mois plus tard, quelques 20 mois plus tard, à l'issue d'une crise, eh bien, finalement, on s'interroge sur le fait que la politique avant, c'était pas forcément si mal que ça, et que, en fait, du passé faisons table rase, mais de notre passé à nous, on revient sur tout ce qu'on a promis, et on permet éventuellement de reprendre les plus vieilles lanternes. Je trouve ça fabuleux et ça témoigne vraiment d'un gouvernement et d'un président de la République qui est aux abois. Oui, Bruno Cotresse, vous l'avez dit, il y a quand même aussi la crise des Gilets jaunes qui est passée par là et on voit aussi la volonté peut-être de la part de l'exécutif de renouer un peu plus avec le terrain, les territoires. Il n'y a pas seulement la crise des Gilets jaunes, il y a aussi le fait qu'Emmanuel Macron a voulu multiplier les signes de renouer avec les pouvoirs locaux, avec le niveau local de l'action politique. Et effectivement, on voit que nous publions toutes les années au CEVIPOF notre enquête sur le rapport des Français à la politique, la confiance, et on voit qu'il n'y a que les maires
tirent leur épingle du jeu. Nous avons publié ça en plein dans la crise des Gilets jaunes, donc forcément ça a aussi beaucoup interrogé, beaucoup marqué. Mais je dirais que le cumul, c'est une boisson avec des effets d'accoutumance. C'est-à-dire que quand on commence à mettre le doigt dedans, on ne sait pas très bien quand est-ce que ça va s'arrêter, puisque on voit bien qu'il a fallu faire d'immenses efforts sous la Ve République pour arriver à réguler un peu mieux la question du renouvellement, la question des bonnes pratiques, etc. Et ça fait passer un message qui est un message, bien sûr, de dialogue du président de la République. On ne voit pas, d'ailleurs, dans l'extrait que nous avons vu, une position très nette du président de la République. Il se montre ouvert, il dit... il ne parle pas forcément de retour du cumul, en tout cas pas avec des exécutifs de premier plan. Mais dans le même temps, je trouve qu'effectivement, il y a un message un peu contradictoire avec les autres enjeux du renouvellement. Il n'y a pas que l'enjeu de la proximité, bien sûr, avec le local, mais il y a aussi les enjeux du renouvellement sociologique, il y a l'enjeu de la parité, il y a plein d'enjeux dans notre vie politique qui continuent à se poser. Et il faudrait voir quel effet ça aurait sur ces... Oui, parce que cette réforme, elle a quand même transformé la vie parlementaire. Catherine Procaccia, il y a quand même eu des effets plutôt positifs. On voit derrière vous cet hémicycle plein, par exemple. Ça, c'est un effet du non-cumul? Absolument pas. L'hémicycle plein, ça fait partie des règles qui ont été imposées par le bureau du Sénat sur la présence obligatoire pendant un certain nombre de séances, un certain nombre de commissions, et qu'il y ait cumul ou non cumul, ça serait exactement la même situation et la même chose, sachant que pour moi, il n'y a jamais eu de loi sur le non-cumul, puisque on a toujours le droit d'être parlementaire et d'avoir un mandat local. Donc une vraie loi sur le non-cumul, ça aurait été d'interdire autre pour les chose exécutifs locaux. On est parlementaire, on ne peut pas avoir autre chose. Or, ce n'est pas le cas. Et dans la réalité, vous voyez beaucoup de députés ou un certain nombre de sénateurs qui ont abandonné leur mairie avec beaucoup de tristesse, parce qu'il y a un vrai lien entre le maire et sa ville et sa commune, mais qui sont restés conseillers municipaux. Et selon le tempérament des uns, des autres et des successeurs, eh bien, il n'est plus maire ou maire adjoint, mais il continue à mener sa ville. Donc cette loi, c'est une fake news. Ouais. Une réforme en trompe-l'œil, Laurence Lemouzy, finalement, ça n'a pas eu les effets escomptés, nous dit Catherine Procaccia. Je ne sais pas si ça n'a pas eu les effets escomptés. Ce que je sais, je partage assez la surprise, l'étonnement du sénateur Kerrouche, parce que si on a fait cette loi, c'est pour se dire une chose, c'est que on se disait, mais peut-être que la loi serait mieux faite si il y avait moins d'hésitation à passer à l'acte sur certaines décisions si le sénateur ou le député n'était pas élu local. Parce qu'on se disait, après tout, pourquoi aurait-il intérêt à scier la branche sur laquelle il est assise, pour faire un peu direct. Et puis d'un autre côté, le contre-argument était de suite, mon Dieu, mais il va y avoir une déconnexion entre le mandat parlementaire national et le mandat local, déconnexion auquel je ne crois pas du tout. Vous l'avez dit, on peut être encore conseiller municipal, conseiller départemental. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que ça a transformé peut-être effectivement la fonction de parlementaire, et on n'a rien réinventé en définitive. On ne laisse pas forcément du temps aux parlementaires pour aller peut-être un peu plus sur le terrain. On n'a pas inventé des moments où le parlementaire, pourquoi pas, serait auditionné, serait consulté dans des assemblées locales. J'entends bien des parlementaires qui disent, en fait, c'est assez amusant, on peut faire un trait d'humour, on devient nous aussi, pour certains, surtout les députés, invisibles. C'est-à-dire qu'on n'est plus invité par le préfet, on n'est plus invité par les élus locaux, on est un peu en lévitation. Alors souvent, s'ils sont en lévitation, c'est parce que peut-être ils n'ont pas eu aussi précédemment de mandats locaux, ils n'ont pas été maires, il y a d'autres générations. Mais on n'a pas le droit d'être aussi dans un certain nombre d'instances. Aussi. Alors qu'auparavant, on l'entend bien. Soit en tant que maire, soit en tant que parlementaire, on y était. Et là, même pour siéger dans un hôpital local, il faut être sûr que ce n'est pas incompatible. Donc c'est vrai qu'on a coupé le parlementaire de fonctions de terrain qui étaient importantes. Cette déconnexion, on peut y remédier, nous dit Marc Fesneau, c'est le ministre en charge des relations avec le Parlement. Il propose, lui, un rétablissement du cumul pour les mandats de maire, maire adjoint ou président de communauté de communes dans les petites villes. Éric Kerrouche, vous y seriez? C'est quoi une petite ville? Alors, il reste le seuil justement du nombre d'habitants à déterminer. Il y a une proposition du député Benoît Simian. 10 000 habitants, c'est ce qu'il propose Benoît Simian. On va parler un petit peu clair. Ça veut dire qu'en gros, on va pouvoir cumuler dans 34 500 des 35 500
commune française. C'est de ça qu'on parle. Donc je pense que c'est pas sérieux. Alors, bon, M. Simian n'a pas pu réinstaller sa femme à Ludan-Médoc et il a... Bon, je comprends, on a tous des difficultés conjoncturelles, bon, bah, on peut l'imaginer. Mais la vraie difficulté, c'est le seuil. Après, je crois qu'il faut être très pragmatique. Nous étions, nous, la France, une exception en termes de cumul des mandats. Nous étions l'archétype du cumul des mandats. Est-ce qu'ailleurs, en Europe, les parlementaires sont déconnectés du terrain? Mais absolument pas, ils continuent à travailler. Ceci étant, cette chose étant dite, il y a quelque chose qui a été précisé tout à l'heure. Il faut, bien entendu, inventer la réinsertion des parlementaires dans certaines assemblées, certains cénacles locaux. Ça, c'est une évidence. Mais revenir sur le cumul et me dire encore qu'on peut être président de département et parlementaire, mais je vous dis très simplement, ce n'est pas vrai. Oui, dans les enquêtes que nous réalisons, on demande régulièrement quelles sont les qualités que les Français prêtent à un bon élu. Qu'est-ce que c'est qu'un bon élu? Et dans les qualités qu'on prête à un bon élu, c'est d'abord avant tout l'intégrité et l'honnêteté, mais aussi la connaissance des dossiers. Alors on voit bien qu'à travers l'idée de la connaissance des dossiers, l'idée de la proximité locale vient se réinjecter. Est-ce que connaître ces dossiers, ça veut dire être quelqu'un qui est issu d'un territoire et qui est ancré dans son territoire? Mais la fonction de député, elle est ancrée dans un territoire, elle a une circonscription par exemple. Donc c'est vrai que l'idée de dire si on cumule des exécutifs, on connaît mieux son territoire, pour moi n'a rien d'évident. Effectivement, je partage l'avis qu'on est plutôt une exception de ce point de vue-là en Europe, mais qui est sans doute liée aussi au nombre de communes françaises sur le total des communes européennes, ce qui est une proportion très importante des communes européennes sont françaises. Donc il y a peut-être aussi à voir de quelle manière tout ceci s'articule à l'ensemble des enjeux de réforme territoriale. Mais globalement, je dirais qu'on est en France engagé depuis quelques années, ça remonte avant l'élection d'Emmanuel Macron, on est engagé dans l'idée quand même d'un renouvellement des pratiques de la vie politique française, d'un rajeunissement, d'un renouvellement. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on est plutôt dans la bonne direction avec l'absence de cumul de fonctions exécutives. Donc c'est vrai que je trouve que le message est un message qui est potentiellement un peu contradictoire avec le message de renouvellement. Alors au Sénat, en 2013, ça avait donné lieu à des échanges assez vifs dans l'hémicycle. Je vous propose justement de regarder cet échange entre Jacques Mézard et Manuel Valls. C'était en septembre 2013. Le projet du gouvernement est une atteinte grave à nos institutions, que je vous dis du fond de ce qui m'est le plus cher qu'il faut le combattre et le rejeter. Depuis des mois, vous clouez au pilori des milliers d'élus, vitupérés dans les médias comme cumulards, sous-entendu goinfré de privilèges et d'indemnités. C'est particulièrement déshonorant d'utiliser ces méthodes, je devais le dire ici, à cette tribune. Ça avait donné lieu, on le voit, Laurence Lemouzy, à vraiment une véritable guerre du Sénat contre le gouvernement à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que ça paraît être une manœuvre entre l'exécutif et le Sénat, notamment en vue de la révision constitutionnelle ? Il peut y avoir sans doute des manœuvres, il peut y avoir du billard à trois bandes, mais je pense que la situation peut-être nationale mérite autre chose que ces manœuvres. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que si aussi sur un certain nombre de dossiers nous sommes dans l'impasse, c'est parce qu'on a peut-être pas tout à fait compris que la capacité aujourd'hui à gouverner dépendait de la capacité à s'organiser, à travailler ensemble, à coproduire, à jouer collectif. Et j'étais très étonnée d'entendre dans la presse en parlementaire qui disait dans ce jeu de collectivités territoriales qui sont devenues XXL, qui ont grandi toutes pour la plupart, nous on est devenu le parlementaire XXS, on est devenu tout petit. Justement, si vous êtes devenu tout petit, il va falloir faire sens avec les autres, se chaîner, travailler ensemble. C'était l'idée de participer à des assemblées locales. Moi je me suis rendue à une assemblée de la région Bretagne sur les enjeux de gouvernance de Brightscope. Il y avait des parlementaires qui faisaient le lien, qui expliquaient aussi les difficultés que pouvaient rencontrer certaines initiatives locales. Alors c'est pas de la pédagogie, c'est juste se chaîner. Alors on adore parler de blockchain, de chaînage dans l'univers numérique et on en parle un peu moins dans la politique. Or, c'est vraiment une question de gouvernance, donc de voir où est sa place, et elle est différente. Effectivement, un parlementaire aujourd'hui doit absolument jouer collectif. Il n'est pas seulement uniquement dans le cadre de ses mandats qu'il présente comme autant de portes d'entrée vers du pouvoir.
Catherine Procaccia, est-ce que ça peut être aussi une monnaie d'échange en vue de l'adoption par le Sénat de la révision constitutionnelle? L'exécutif lâche un peu sur le cumul et ça permet de faire avancer ce dossier. Je ne crois pas que, en tout cas, on soit au Sénat dans cette partie négociation, puisque de toute façon, vous savez bien qu'il y a une approche différente entre le Sénat et en tout cas le président du Sénat et le président de la République, ne serait-ce que pour la révision de la Constitution et des articles qui pourront être utilisés, le 89 ou l'article 11. Peut-être, pour moi, les annonces d'Emmanuel Macron sont dans le cadre de sa grande campagne de communication où il reprend, il essaie de remonter un petit peu dans les sondages et peut-être là auprès des élus locaux. Il faut bien voir quand même, il a commencé ces grandes réunions avec les élus locaux qu'il a méprisés jusqu'à présent. Et au début de sa mandature, il a quand même osé affirmer que les élus locaux coûtaient cher, alors que la plupart sont complètement bénévoles dans les communes et que ces milliers d'élus locaux font justement le lien entre la population, les mairies, les départements et tout le reste. Donc là, il a par là annoncé quelque chose qui pourrait éventuellement calmer un petit peu le mépris qu'il avait affiché vis-à-vis des élus locaux, mais je ne crois pas que cette annonce puisse être en quoi que ce soit une négociation par rapport à la révision constitutionnelle. Éric Kerrouche. Oui, je crois que Emmanuel Macron, il est gentil avec Jojo Le Maire, parce qu'il a tout simplement besoin de la popularité et plus exactement du contact que les élus locaux, et notamment les conseillers municipaux et les maires, ont avec leur population. À un moment, on est dans une logique de verticalité qui est l'essence même du macronisme. On se rend compte que cette verticalité, elle s'est heurtée à la réalité en raison de l'injustice des décisions qui ont été prises. Et dans ce cas-là, il faut retourner vers les corps intermédiaires. Et le premier des corps intermédiaires, Bruno Cotresse l'a dit, il y a toujours une popularité importante du maire, quand bien même ceux-ci reconnaissent néanmoins que l'exercice du mandat est de plus en plus compliqué. Donc on essaye de passer un peu la main dans le dos des élus locaux, après quand même leur avoir fait comprendre que au début du quinquennat, en tout cas, ils ne servaient pas à grand-chose. Et puis on les entend, excusez-moi, un dernier point, on ne vient pas au congrès des maires et 3 mois plus tard, on les retrouve dans Embrassons-nous Folleville. C'est fabuleux. Bruno Cotresse. Bien sûr, tous ces enjeux existent. Il ne faut pas être naïf. On imagine bien que le président Macron aussi, en jouant sur... mais finalement, il y a de la marge de manœuvre sur cette question. C'est un homme politique, il a bien compris les règles du jeu, évidemment. Il faut toujours donner des perspectives pour débloquer des situations. Mais ce que je trouverais éventuellement dommage, ça serait que cette question du cumul, elle empêche de voir le point le plus important, qui est celui dont vous parliez, qui est comment travaille un parlementaire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que faire la loi aujourd'hui? Est-ce que c'est être toujours dans l'hémicycle? Est-ce que c'est être en circonscription comme avant? Ou est-ce que c'est ces nouvelles modalités? Nous venons de vivre en France une crise démocratique de très grande ampleur, qui n'est pas finie, qui pose clairement sur la table la question non seulement du rapport politique entre celui qui a été élu et la population, mais on voit bien aussi qu'il pose la question de comment on fait remonter des idées. Et donc c'est ça aujourd'hui la question importante pour ressourcer, redynamiser la démocratie en France. Et je trouverais vraiment dommage que cette question apparaisse finalement comme une sorte de deal, et puis on passe au dossier suivant une fois que c'est réglé, alors que le problème crucial, il est vraiment celui de que veut dire aujourd'hui représenter, faire la loi, avec effectivement plein de choses intéressantes. Et les relations avec l'exécutif aussi, des parlementaires avec l'exécutif. La façon dont les textes nous viennent maintenant. Laurence Lemouzy, est-ce que cette effervescence autour de ce retour potentiel du cumul des mandats, ça pose aussi la question du statut de l'élu, qui n'a finalement toujours pas été tranché. On attend toujours des évolutions. On sait qu'il y a des groupes de travail ici au Sénat. Sans doute, parce qu'il y a des choses qui sont trop évanescentes. On peut parler de la limitation du cumul aussi, du mandat dans le temps. Il n'en demeure pas moins que tout ceci, on ne peut pas être parachuté sur des fonctions et revenir, on ne sait pas, dans la vie, j'allais dire, classique professionnelle, sans avoir de fléchage, un parcours. Donc je pense que ça pose des questions là-dessus. Ça pose des questions aussi sur... moi, je trouve que le métier
la fonction de parlementaire, c'est quand même assez technicisé. Hein. Il y a des interdépendances entre le niveau local, européen, mondial et évidemment national. On ne peut pas y débarquer sans rien connaître. Un jour, un parlementaire me dit « Mais pourquoi ça met autant de temps les fusions de régions? On n'a qu'à faire comme dans des cabinets privés, de faire des fusions-acquisitions. » C'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut une patine, il faut une expertise qui vient de la recherche universitaire, qui vient de la vie professionnelle. Et elle vient pas justement d'un mandat local, cette expérience. Elle peut justement, c'est ce que disait. Elle peut être un les passage partisans, intéressant, mais il y en a d'autres. Oui. Éric Kerrouche. Mais il faut un statut de l'élu, notamment pour les élus qui ont des responsabilités. Je ne parle pas uniquement des parlementaires, je parle aussi localement. Je pense qu'il faut, et c'est mon opinion personnelle, aller vers un statut qui se professionnalise pendant la durée du mandat pour certains, et que ça soit reproductible un certain nombre d'années, mais pas plus, à mon avis, de 3 mandats. Mais le vrai problème, on traverse une crise démocratique. Le statut de l'élu, c'est pas pour donner des droits aux élus. Le statut de l'élu, c'est pour faire en sorte que tout le monde, quel qu'il soit, puisse exercer un mandat politique. Nos assemblées, quelles qu'elles soient, localement, nationalement, ne sont pas assez représentatives de la population. Et on ne peut que le déplorer. Le fait que des parties entières de la population soient écartées du pouvoir, je pense par exemple aux ouvriers, je pense aux employés, c'est un problème. Faire un statut de l'élu, c'est pas faire un statut pour les élus, c'est faire un statut pour que tous les citoyens puissent devenir élus. C'est pas la même chose. Catherine Procaccia, on voit quand même que l'adoption de la loi sur le non-cumul des mandats est plutôt populaire. Il y avait cette image, c'était rappelé par Jacques Mézard, des parlementaires cumulards qui étaient assez négatives dans l'opinion publique. Ce serait une erreur de revenir justement sur ce non-cumul par rapport à ça. Mais je crois qu'on ne s'est jamais exprimé clairement sur ce qu'était la loi sur le cumul. Il faut quand même bien voir que c'était effectivement les socialistes qui ont voté ça, mais qui ne se l'ont pas appliqué, qui ont mis quand même 3 ans. On vote la loi sur le cumul, mais on continue, nous, à cumuler, jusqu'à ce qu'on ne soit plus là, et ils l'ont appliqué pour 2017. Ils auraient pu l'appliquer en 2014 tout de suite. Ils l'ont appliqué 3 ans après pour 2017. Ouais. Et en fait, cumul, les gens découvrent avec étonnement que finalement, les parlementaires peuvent quand même toujours avoir une fonction dans un conseil municipal, un conseil départemental, un conseil régional. Que ceux qui étaient vice-présidents d'un conseil régional se retrouvent quand même au conseil régional et ils vont être délégués, chargés d'une mission, et ils vont continuer à travailler. Donc je pense que pour ceux qui s'intéressent au sujet, il y a une certaine déception de voir que le non-cumul n'est pas une réalité. En même temps, vous plaidez pour une loi beaucoup plus je dirais, et coercitive. J'aimerais qu'on soit clair. C'est soit non-cumul et personne ne cumule, soit effectivement on arrête de dire qu'il n'y a pas le cumul, on se contente de dire que les présidents d'exécutifs, parce que les maires adjoints, dans une commune de 500 habitants ou de 800 habitants, effectivement, ils ont un travail, mais quand même leur dire que c'est incompatible pour pouvoir avoir le temps de siéger au Parlement, c'est un petit peu excessif. Eh bien, merci à vous, Catherine Procaccia. Merci, Laurence Lemouzy. Merci, Éric Kerrouche. Merci, Bruno Cotrez, d'être venu sur ce plateau. Avant de se quitter, on retourne dans l'hémicycle où se poursuit l'examen de la loi Pacte et on parle égalité salariale entre les femmes et les hommes. Alexandre Poussard, ce soir. Oui, Delphine, ce projet de loi Pacte prévoit des mesures pour renforcer l'équilibre homme-femme à la tête des entreprises. Par exemple, une mesure qui oblige que tout poste de direction soit ouvert à la candidature d'au moins une femme. Cette mesure a été supprimée par la commission spéciale du Sénat, puis rétablie cet après-midi en séance avec un amendement La République En Marche et un amendement socialiste. Et la gauche du Sénat, dans ce débat, a notamment proposé que les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale homme-femme soient taxées. Écoutez la sénatrice communiste Laurence Cohen. Ça fait des années qu'il y a des lois sur l'égalité professionnelle, qu'on est en 2018. Et que là, on a affaire quand même, mes chers collègues, j'attire votre attention, nous qui sommes des législateurs, on a affaire à des entreprises qui ne respectent pas la loi. Et là, nous ne demandons pas une pénalité supplémentaire, monsieur le ministre. On dit, puisqu'elles sont contrevenantes de la loi, eh bien, on ne va pas les exonérer de cotisations. On n'est pas sur une pénalité. Ça me semble quand même, enfin, le b.a.-ba, de pouvoir, à un moment donné où une entreprise, comme d'ailleurs un citoyen ou une citoyenne est hors la loi, de ne pas en rajouter dans finalement quelque chose qui va les favoriser alors qu'elles sont contrevenantes. Vous savez, en politique, c'est comme en amour, il faut des preuves.
Alors, cette proposition n'a pas été retenue par le Sénat et notez que sur la question de l'équilibre homme-femme à la tête des entreprises, il y a eu un recul du Sénat puisque le Sénat a supprimé une mesure qui prévoyait d'annuler toute décision d'un conseil d'administration qui ne respecterait pas les règles de l'équilibre homme-femme à la tête des entreprises. La droite sénatoriale a jugé disproportionnée cette mesure et notez que c'est la fin de l'examen des articles de ce projet de loi Pacte. Les sénateurs ont examiné plus de 800 amendements en 2 semaines. Le vote solennel sur l'ensemble du texte aura lieu mardi prochain. Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Public Sénat.